Le porte-parole Peskov l'a dit, il a dit non, en gros, on s'échauffe seulement. Ça fait que commencer, c'est vous qui avez voulu ça. Nous, on n'était pas arrêté en avril. C'est vous qui avez voulu ça. Et maintenant, vous allez aller jusqu'au bout et vous allez boire la coupe jusqu'à l'AI. Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Québec. Merci. Bienvenue à Québec. À Québec. Bon, je rappelle aux gens que vous êtes entrepreneur, vous êtes analyste géopolitique, cofondateur de Stratpol et auteur de plusieurs livres, notamment Ukraine, pourquoi la France s'est trompée en 2015, le livre noir de la gauche française en décembre 2021. Oui. Et vous publiez dans quelques semaines Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Première question, pourquoi la Russie, justement, a-t-elle gagné en Ukraine? La Russie va gagner en Ukraine, et c'était prévisible depuis le début, parce que son économie est très solide, parce qu'elle se développe dans un contexte international qui a complètement changé ces 10-15 dernières années, avec de nouveaux grandes économies qui sont autant de clients pour ces hydrocarbures, comme la Chine, l'Inde, mais également toutes les autres économies, notamment en Asie, l'Indonésie, le Vietnam, etc. Aussi parce qu'elle a un complexe militaro-industriel quasiment unique au monde, qui lui permet de fournir massivement son armée dans tout type d'armes classiques, avec en plus quelques niches technologiques qu'elle est la seule à maîtriser, notamment dans le domaine de la guerre électronique, dans le domaine des missiles hypersoniques. Donc en fait, il y avait une supériorité russe, alors qui ne lui permettrait pas de lancer des opérations outre-mer, c'est-à-dire d'envahir un pays d'Amérique du Sud, si vous voulez, mais qui, pour défendre son territoire et ses intérêts, est largement suffisant, et une puissance contre laquelle tout l'OTAN réuni, plus l'OTAN élargi, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, je sais pas, le Japon, la Corée du Sud, finalement, tout ça, ça ne fait pas le poids contre la Russie, et c'était prévisible dès février 2022. Quel est le but fondamental de la Russie, de Vladimir Poutine, avec cette offensive en Ukraine? Plusieurs personnes ont dit que Poutine s'était trompé parce qu'il avait réussi finalement à refaire l'unité de l'OTAN. On parlait de mort cérébrale de l'OTAN. Vous vous rappelez, Macron avait évoqué cette formule. Donc, Poutine aurait réussi finalement à refaire l'unité d'un Occident qui n'était plus du tout dans une optique, disons, guerrière? Déjà, c'est une faute d'analyse, parce que, par exemple, vous avez tout à fait raison de souligner ce qu'avait dit Macron. Pourquoi est-ce que Macron avait dit ça? Parce qu'en fait, il y avait un désaccord entre une partie des Occidentaux, des membres de l'OTAN, sur la Syrie, avec la Turquie. Donc c'est pour ça qu'il avait parlé de mort cérébrale. Il trouvait qu'il aurait aimé que l'OTAN fasse la guerre à la Syrie, en fait. Et c'était pas possible, en l'occurrence. Donc en fait, il n'y a pas plus d'unité de l'OTAN qu'il y en avait avant. Il y a effectivement eu un élargissement au niveau de la Finlande et sans doute bientôt au niveau de la Suède. Mais finalement, cet élargissement actait quelque chose qui existait déjà, puisqu'en 2000, il y avait déjà des manœuvres conjointes avec l'armée finlandaise et l'armée suédoise. Donc ça, de toute manière, la Suède et la Finlande auraient rejoint l'Ukraine, donc rejoint l'OTAN, quoi qu'il arrive. Donc ça n'a absolument rien changé. Et je pense qu'au contraire, la défaite militaire annoncée de l'OTAN va provoquer une grave crise de l'OTAN. Parce que ça va montrer une chose que des observateurs dont je fais partie avaient fait le constat, c'est que l'OTAN est une puissance faible, une puissance pauvre, militairement. Et qu'en revanche, c'est un hégémon politique, c'est l'instrument de domination de Washington et de Londres, je dirais, sur ce que les Russes appellent l'Occident collectif, c'est-à-dire en gros Washington et les États esclaves. Et en fait, ça va être un combat qui a déjà commencé d'ailleurs ces dernières semaines de la part des élites de Washington, d'expliquer que c'est pas parce qu'on va perdre la guerre contre la Russie qu'il faut mettre fin à l'OTAN, puisque après tout, c'est aussi et avant tout un système politique de domination et que vous devriez être quand même bien content d'être les colonies de Washington. Donc je pense qu'au contraire, la crise en Ukraine risque de faire secouer l'hégémon otanien, donc c'est-à-dire de Washington sur le reste de l'Europe. Donc vous pensez que cette crise de l'OTAN
peut être provoqué par la victoire d'en moins. En revanche, c'était pas le but. La destruction de l'OTAN n'était pas le but de... Destruction, bon, c'est peut-être un peu fort. L'affaiblissement de l'OTAN n'était pas le but de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine avait deux buts. Il y a un but de sécurité. Donc, c'est-à-dire, c'est une question aussi de... Vladimir Poutine l'a dit lui-même, il ne veut pas voir de missiles de l'OTAN à Kiev ou en Ukraine. Il ne veut pas voir l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Donc, crise des missiles inversée, là. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir pourquoi la Russie a fait cette opération militaire spéciale ou cette guerre, moi, ça ne me dérange pas de parler de guerre, il faut remonter à l'automne 2021, automne-hiver 2021, où Vladimir Poutine fait sa proposition de garantie de sécurité, où il dit je ne veux pas que les frontières de l'OTAN s'approchent du territoire russe. Donc il envoie une lettre, il envoie ça à Washington, il envoie ça à l'OTAN. La fameuse ligne rouge. Voilà, et en fait, on l'envoie balader. C'est directement passé à la broyeuse par Blinken. Donc à partir de là, plus avec la préparation de l'opération de Kiev contre le Donbass, qui avait commencé d'ailleurs début février, bien avant que les Russes rentrent sur le territoire ukrainien, les Russes n'avaient plus le choix que de prendre l'initiative, un peu comme les Français auraient dû le faire en 1936 après la remédialisation de la Rhénanie. C'est une guerre préventive, on peut le dire, et aussi pour protéger la population russe en Ukraine. Ça, c'est le deuxième objectif. C'est le deuxième objectif. Le Donbass, en particulier. Ouais. Alors, à l'origine, c'était le Donbass, et puis finalement, ça s'est élargi. Parce que, autant Kiev était prêt, maintenant, ça a été démontré notamment par les proches de Zelensky, qui ont dit qu'ils étaient prêts à signer un accord. Et puis finalement, Boris Johnson a débarqué le 9 avril en Ukraine, à Kiev, en disant « on signe rien, on fait la guerre ». Donc, à partir du moment où la raison n'était plus au centre du rapport entre la Kiev et la Russie, eh bien, l'opération militaire spéciale a changé de dimension et d'objectif militaire. Et moi, je fais remonter ça en avril 2022, encore une fois, à partir du moment où les Russes voient que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, il va falloir s'investir davantage dans la guerre. Plus la Russie va s'investir dans la guerre, plus les objectifs de l'opération vont s'agrandir. Et aujourd'hui, officiellement, constitutionnellement, la Russie a réunifié 4 régions, et je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense que Kharkov, Dniepopetrovsk, ou plutôt Yekaterinoslav, qui était le nom russe, la région de Nikolaïev et la région d'Odessa, donc qui jouxte la Transnistrie, tout ça fait partie d'un projet de réunification russe. Vous pensez même que l'Ukraine pourrait perdre l'accès à la mer? Oui, je le pense aussi. Non seulement l'Ukraine, mais la Pologne. Si vous voulez, à terme, ce que vous pouvez voir, c'est que les grands projets géopolitiques nord-américains en Europe et polonais seront réduits à néant. Parce que le grand projet géopolitique de la Pologne, c'est l'initiative des Trois mers, donc c'est en mémoire de l'Empire du XVIIe siècle, donc c'est rejoindre de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, et eux, ils ont même rajouté la mer Adriatique. Donc tout ce projet-là va passer à la trappe, si les Russes, évidemment, prennent Odessa. Et si vous écoutez Vladimir Poutine, moi j'étais au Club Valdai, on lui a posé la question, mais Odessa est une ville russe. Il a dit, oui, évidemment, Odessa est une ville russe, un petit peu juive également, puisqu'il y a toujours eu une grosse communauté juive à Odessa. Et il a raison, Odessa a été fondée par la Grande Catherine et le duc de Richelieu, un Français. Et c'est pas une ville ukrainienne, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, étant donné la profondeur historique de l'Ukraine. Il n'y a pas grand-chose qui est ukrainien, en fait, en Ukraine. Oui, ça, c'est mal compris. C'est-à-dire que Piotr Tolstoï, dans une entrevue accordée à Anne-Laure Bonnel pour Libremédia à Moscou, disait que pour lui, la guerre en Ukraine, c'était une guerre civile, du point de vue russe. Pour tous les Russes. Est-ce que vous partagez ce... Pour tous les Russes, c'est une guerre civile, et vous n'entendrez jamais, au grand jamais, un Russe se réjouir de morts ukrainiens, par exemple. Ça n'arrive jamais. Alors que vous regardez du côté ukrainien, vous avez des moments de haine anti-russe. Moi, par exemple, j'ai fait un débat avec une militante pro-ukrainienne en France, Alla Poedi, pour ne pas la nommer. Dans le débat, à un moment, elle dit... La journaliste. Et voilà, une journaliste. Et à un moment, elle dit dans le débat, oui, de toute manière, c'est bien, tous ces jeunes Russes qui meurent, ça fait de l'engrais pour la terre ukrainienne. C'est ce genre de choses qui seraient impardonnables en Russie. J'ai observé depuis le début de l'opération spéciale une fois où il y a un journaliste de Russia Today en russe. Il y a une version russe de Russia Today. Et donc, il interviewe quelqu'un qui a travaillé sur l'espèce de Hitlerjugend de l'ouest de l'Ukraine, où les gamins sont formés dans la haine du russe, dans la haine de tout ce qui n'est pas eux, d'ailleurs, avec des armes, avec quelque chose d'assez épouvantable. Et le journaliste qui interviewe dit à un moment, en gros, il dit, ces enfants-là, il faudra les tuer à la naissance. Le lendemain, il se faisait virer par Margarita Simonian, la patronne de Russia Today.
le lendemain. C'est quelque chose que vous n'entendrez jamais en Russie. C'est une guerre civile comme celle qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale. C'est une sorte de guerre de sécession. C'est ça. Ça rapproche plus la guerre civile que nous, on a connue en France, par exemple, au moment de la Révolution. Vous voyez. Vous n'allez pas jusqu'à nier, par contre, le sentiment national ukrainien. Ça existe? Écoutez, il y a un sentiment, il y a une conscience nationale malgré tout. Il y a un sentiment national ukrainien, un peu comme vous avez les Marseillais ont leur particularité. Mais déjà, il faut voir aussi, il y a des la grande famine, il y a évidemment la colonisation soviétique. Oui, mais là encore une fois, alors déjà sur le sentiment, déjà il faut voir que déjà à l'intérieur de l'Ukraine, vous avez des sentiments régionaux. Le Donbass ne s'est jamais considéré comme ukrainien. Le Donbass, c'est très particulier. Et là, il est considéré comme russe. La Crimée ne s'est jamais sentie comme ukrainienne. C'est toujours, je parle de la population, c'est jamais sentie russe. Ensuite, vous avez les gens qui habitent à Odessa, ils ne se sentent pas comme les gens dont je viens de parler, en Galicie-Volhynie. Donc déjà, il y a énormément de sentiments différents, parce que l'Ukraine, pour moi, n'est pas une nation. Et je pense qu'historiquement, je le démontre assez facilement. Donc, un sentiment ukrainien qui dépasserait ces sentiments régionaux, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est une nation qui n'est pas une nation, qui est trop récente, qui a été indépendante pour la première fois dans son histoire en décembre 1991. Mais une nation qui a une langue quand même Non, parce que la langue de cette nation, c'est le russe à la base. Donc, à grands coups de lois, d'obligations, de répression, ils ont forcé une partie de la population à abandonner cette langue. Et même, d'ailleurs, je me souviens, en 2014, au moment de Maïdan, même il y a un site qui s'appelle lescris.fr, assez connu en France, ils montraient des cartes linguistiques. Et ils ont fait un très bon travail. Mais ils montrent la carte linguistique de l'Ukraine et ils montrent Kiev comme parlant ukrainien. Mais moi, je suis allé très souvent à Kiev, j'y ai travaillé, j'étais en mission. La dernière fois, c'était en avril 2014. Même au lendemain de Maïdan, tout le monde parlait russe à Kiev. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde se moquait en disant il y a deux catégories de la population qui parlent ukrainien, c'est les peknos, les paysans, parce que c'est vrai que, y compris dans le Donbass, c'est un dialecte de paysans. Moi, je suis allé faire de l'aide humanitaire dans le Donbass. J'ai une grand-mère qui m'a parlé ukrainien, parce que c'est son dialecte. Mais en ville, dans toutes les grandes villes, on parlait russe. Et à Kiev, donc il disait, donc il y a deux catégories de population, il y a les paysans, et les politiques, les hommes politiques, qui font croire que c'est leur langue. Mais si vous voulez, Volodymyr Zelensky, qui a ukrainisé son nom, sa mère lui parlait en russe, il a été élevé en russe, il a dû faire un effort. La série télévisée qui l'a rendu célèbre, Slogan Narod, le service du peuple, où il joue le rôle d'un président ukrainien, elle est en russe. Et aujourd'hui, avec les quotas, elle pourrait peut-être même plus passer à la télé, alors que c'est la série qui l'a fait élire. Lui-même s'est fait élire en disant qu'il allait cesser les persécutions contre la culture russe, comme Poroshenko, son prédécesseur. Ils se font tous élire en faisant croire qu'ils vont se réconcilier avec, finalement, la majorité ukrainienne qui est russe ou russophone. Après, on vous dira quand même que le fait que la nation ukrainienne puisse être, disons, remise en question dans son unité, ce n'est pas une raison qui justifie évidemment l'offensive. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle espagnol en Catalogne, à Barcelone, Bien sûr. que l'Espagne peut réprimer la population catalane comme elle l'entend. Bon, c'est compliqué, je ne sais pas si le parallèle est très bon. La nation ukrainienne, vous dites... La Russie n'a pas envahi l'Ukraine parce qu'elle persécutait la langue russe. Après, parmi ces buts de guerre, ce les Russes appellent la dénazification, ça faisait partie. Mais le but, surtout ce qu'elle voulait faire, c'était mettre fin au massacre des populations du Donbass. Il y a eu 14 000 morts dans le Donbass, donc, qui s'était libéré après 2014, après les accords de Minsk, en fait. Il y a eu 14 000 morts civils. Et une opération d'épuration ethnique, ce que les Ukrainiens appellent eux-mêmes la solution croate, en faisant allusion à l'épuration de la Krajina serbe en 95, juillet 95. Voilà. C'est quelque chose qui a été revendiqué dès le début par les élites kieviennes. Par exemple, la première fois qu'on parle de la solution croate, c'est-à-dire de l'épuration ethnique, c'est en septembre 2014. C'est sur la page Facebook de Lutsenko. Lutsenko, ça a été le chef à la Rada, au Parlement ukrainien, du groupe Poroshenko, du bloc Poroshenko, c'est-à-dire le président de l'époque. C'est lui le premier, il dit « je veux bien qu'on négocie avec le Donbass, mais dans ce cas, ce sera à la croate ». Et la solution croate, c'est-à-dire l'épuration ethnique
des territoires russes, comme les Croates ont épuré ethniquement la Krajina serbe, qui était serbe depuis des siècles, eh bien, c'est la solution qui était donnée. Et c'est ce qu'ils s'apprêtaient à faire en février 2022, si les Russes n'étaient pas intervenus. C'est ce qu'ils avaient commencé à faire. Les bombardements massifs sur la ligne, toute la ligne de front. Ils coupaient aussi toutes sortes de services là, dans la région. Les autorités de Kiev avaient coupé un ensemble de services. L'eau. Si vous voulez, mais ça, c'est systématique. C'était en Crimée, par exemple. La première chose, au moment de la réunification en Crimée, Kiev prétend que la Crimée, c'est l'Ukraine, qu'il faut libérer, du joug russe. Mais qui coupe l'eau douce à la Crimée par le canal de Crimée Nord ? Ce sont les Kieviens dès 2014. Et vous avez entendu un gouvernement occidental protester en disant attendez, si c'est votre peuple qui est en Crimée, pourquoi vous lui coupez Parce qu'on parle beaucoup de Gaza où Israël les Ukrainiens ont fait exactement la même chose. Et celui qui a fait Gaza, ils ont coupé effectivement l'eau douce. Alors après, la Russie a construit des tuyaux pour ramener l'eau de cette partie du territoire. Ils ont foré trouvé de l'eau dans les nappes phréatiques. Enfin, il y a eu tout un travail d'infrastructure. Et d'ailleurs, la première chose qu'ont fait les Russes quand ils sont rentrés dès le mois de mars 2022, c'est de déboucher le canal de Crimée Nord, qui est de nouveau inutilisable parce que, et je suis désolé, ce sont les Ukrainiens, ils ont détruit le barrage de Krakhovka, dont on a accusé les Russes. Pourquoi est-ce que les Russes auraient détruit un barrage qui fait baisser le niveau de l'eau, ce qui fait que de nouveau le canal de Crimée Nord, qui permettait d'approvisionner la Crimée en eau douce, est vide. Il ne fonctionne plus. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que puisque c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que qui a organisé ce blocus de l'eau ? C'est les mouvements radicaux tatars. Et aujourd'hui, un de ceux qui organisait ça, il s'appelle Umerov, et aujourd'hui il vient d'être nommé ministre de la Défense du gouvernement ukrainien. Donc, on a choisi les plus radicaux aujourd'hui, c'est un islamiste, un tatar radical islamiste, un gouléniste, si vous connaissez un peu, donc le rival d'Erdogan, qui a voulu putcher Erdogan, ancien allié. Il a été élevé dans les écoles financées par Goulen, et c'est un islamiste qui est aujourd'hui ministre de la Défense en Ukraine, qui avait organisé le blocus de l'eau en 2014 contre les habitants de Crimée. Donc la dénazification de l'Ukraine, pour vous, c'est pas seulement un élément de discours, de propagande, c'était vraiment une sorte de nécessité. Je pense. Alors moi, j'aime pas le terme dénazification, parce qu'en fait, tout le monde se traite de nazi. Je ne sais pas comment c'est au Québec ou au Canada, mais si vous voulez, la réduction d'Hitlerum, c'est quelque chose. Alors au début, moi, j'utilisais ce terme ukro-nazi. C'est quand même tout un ensemble de termes qui sont choisis par le Kremlin. Vous dites opération spéciale, on pourrait dire guerre. Parce qu'en Russie, vous ne faites pas la différence. Personne ne se traite de nazi en Russie. Parce qu'il y a quand même un consensus sur le fait qu'on a vaincu. Mais ça peut arriver. Au Canada, quand même, on a applaudi quand même un ex-soldat nazi. J'ai vu. Ça arrive que dans certains cas, on peut parler de nazi. Là, pour le coup, c'est difficile d'appeler ça autrement. Mais moi, je préfère appeler ça le bandérisme. Mais oui, il y a une sorte de surenchère de la nazification. Voilà, donc comme ça ne veut plus rien dire, et puis que je veux forcer les gens à faire un effort d'histoire, moi, je parle de bandérisme. Mais si vous voulez, je vais vous donner un exemple. L'Ukraine s'est développée après l'indépendance, donc en janvier 92, chaque région qui n'avait rien à voir avec l'autre. Donc dans l'ouest de l'Ukraine, qui avait collaboré avec Bandera, dont vient la personne qui a été applaudie au Parlement canadien, donc la Galicie et la Volhynie. Eux, ils avaient depuis longtemps leur avenue Stepan Bandera, leur place Shushkevich, l'école Melnik, donc tous ces collaborateurs nazis. Là-dessus, c'était... Mais après tout, le reste de l'Ukraine s'en moquait. À Kiev, ils étaient sur une position plutôt neutre avec les héros de la Grande Guerre patriotique. Dans le Donbass, en revanche, alors là, on était dans tradition très virile, travailleur, stakhanoviste, limite bolchevique, vous voyez. Donc on avait ça. Mais finalement, ça fonctionnait bien parce que personne n'essayait d'imposer son récit à l'autre. Le problème, c'est que pour réussir Maïdan, il a fallu faire venir les plus radicaux de l'ouest de l'Ukraine. Et eux, ils ont imposé leur narratif dans les écoles et dans la ville. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a une avenue à Kiev qui s'appelle l'avenue Stepan Bandera, donc qui est d'ouest en est, et qui finit à Babi Yar. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Babi Yar. C'est un grand massacre, essentiellement de juifs, par les collaborateurs bandéristes en 1941. Et donc, il y avait majoritairement des juifs, mais quelques Polonais aussi, quelques Russes, etc. C'est comme si vous aviez une avenue Adolf Hitler qui aboutisse à Auschwitz.
C'est ça dont les Russes ne veulent pas. En même temps, bon, Zelensky est juif. Oui. Il s'est rapproché récemment de Netanyahou, c'est ce que j'ai compris. Donc, il y a une sorte d'alliance. Et même aussi, les élus américains font une sorte d'association, c'est-à-dire appuyer l'Ukraine, c'est appuyer Israël contre le totalitarisme. Bon, c'est une sorte de... C'est la vision que nous a vendue Joe Biden. Non, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, il y a il y a quand même des nuances aussi il y a une partie des élites d'origine juive en Ukraine, et notamment il y a une bonne partie de l'oligarchie. Le parrain de Zelensky, c'est Kolomoïski, mais c'est pas le seul. Et qui est Kolomoïski, c'est un oligarque. Ce qu'on appelle un oligarque, c'est des personnes les plus riches et les plus puissantes. C'est lui c'est sa chaîne de télé qui a promu Zelensky, qui a financé son programme, donc où il joue le rôle d'un. C'est intéressant aussi, on peut en parler. Sluga Naroda, le service du peuple. C'est une série télévisée qui démarre en novembre 2019. En novembre 2016, pardon. C'est l'histoire d'un professeur d'histoire ukrainien. Donc la série est en russe, qui un jour, devant la corruption généralisée dans tout le système, pardonnez-moi l'expression, pète un plomb et fait un discours qui est enregistré, il croit être tout seul, et finalement il est enregistré par ses élèves, qui passent ça sur les réseaux sociaux. Ça fait un tabac, et il dit, puisque comme ça je me présente à la présidentielle, et puis il oublie. Et donc le premier épisode, c'est le SBU qui arrive, les services de sécurité, il ouvre la porte, il a peur, il dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il dit « Monsieur le Président, votre voiture vous attend. » Et donc, pendant 2 ans, donc, il y a les séries de Sluga Naroda qui continuent et qui font de Zelensky le président sympa, qui parle russe, qui est pour un discours de réconciliation avec la Russie. Ce sera d'ailleurs dans son programme. Et le dernier épisode, c'est mars 2022. Mars 2019. En avril 2019... La saison suivante, c'est l'élection de Zelensky. C'est-à-dire, au niveau de la manipulation des foules, vous avez une confusion totale entre... Vous dites que, Zelensky a en quelque sorte joué son propre rôle avant... Le dernier épisode de Sluga Naroda, service du peuple, c'est mars 2019. Il est élu en avril 2019. Donc évidemment, ça, on n'a jamais eu cette info en Occident. Son parti s'appelle... Vous pouvez, tout est vérifiable sur Internet. Il est encore en ligne, Sluga Naroda. Son parti s'appelle Sluga Naroda, le service du peuple. Et comme en France, Emmanuel Macron, EM En Marche. Lui, le mouvement, ça s'appelle Zelensky. Il y a une manipulation du peuple ukrainien qui est incroyable. Et surtout, son programme est pro-russe. Parce que son personnage, pas pro-russe, mais russophile, pas hostile. Parce que son personnage est comme ça, parce que la série est en russe. Personne ne s'imagine que Zelensky... Son propre rôle, mais en version russophile. C'est ça. Et c'est ça qui le fait élire, parce qu'en fait, ce qui fait peur au système ukrainien, à la fin de l'élection du mandat de Poroshenko, c'est qu'en fait les forces pro-russes reprennent, parce que finalement c'est une catastrophe économique, etc. Mais donc le système a peur de l'élection d'un candidat qui soit... donc ils le créent eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est élu. Il est élu sur un programme de réconciliation entre la partie ukrainienne et la partie russe. Il arrive au pouvoir et il fait exactement le contraire de ce pourquoi il a été élu, exactement comme son prédécesseur, Poroshenko, qui avant d'être élu, le soir de son intronisation devant il prête serment devant la Douma, Poroshenko dit pareil, en 3 mois je ferai la paix avec la Russie. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a les législatives qui arrivent. Et il sait que si jamais il tient un discours russophobe, il risque de ne pas avoir la majorité. Donc il tient le discours et aussitôt qu'il a la majorité, il démarre les lois anti-russes. Donc c'est une espèce de... Pardon, j'ai un peu dérivé. Oui, parce qu'on parlait de la judéité, c'est-à-dire que... Oui, alors voilà, donc effectivement, une partie de l'oligarchie ukrainienne et juive, mais pas que. Le plus puissant, le plus de confession ou de culturellement. Ouais, c'est ça, cela dit, il est vrai que par exemple Kolomoïski, donc le parrain de Zelensky, il a construit la plus grande synagogue d'Europe dans la ville qu'il contrôlait, qui était Dniepropetrovsk. Et il a été nommé gouverneur au lendemain de Maïdan. On disait que Maïdan, c'était contre l'oligarchie. Au lendemain de Maïdan, pour organiser la répression dans toute l'Ukraine de l'Est, ce sont les oligarques qui sont mis à la tête des régions. La répression et lui, il était nommé gouverneur. Des russophones. Il a été nommé gouverneur de la région de Dniepropetrovsk. Et c'est lui qui a fait une répression sanglante de toute la rébellion dans la région de Dniepropetrovsk. Et donc ces gens-là, et en plus ils connaissent bien les Occidentaux, ils savent que pour nous la question juive est extrêmement sensible dès que vous y touchez. Et donc ils financent les organisations juives internationales, etc., etc. Mais je peux vous dire que moi j'ai des contacts notamment à Odessa, il y a des juifs qui ont peur de la suite et qui se disent en fait quand ce qu'ils appellent les nationalistes, donc les bandéristes, vont perdre la guerre, ils iront se venger. Et ils iront se venger contre ceux qui ne pourront pas se défendre. Et dans ces régions-là, quand on se venge,
c'est contre les minorités juives. Donc vous, on est, le 8, on enregistre l'entrevue, on est le 8 décembre 2023, donc vous anticipez dans le livre que vous publiez dans quelques semaines la défaite des États-Unis, de Kiev, du régime de Kiev, face à la Russie. Comment les Occidentaux vont-ils avaler ce que vous anticipez comme scénario? Je pense que les Européens, eux, ne décident de rien. Je pense qu'en revanche, Washington a déjà un plan qu'on peut voir d'ailleurs dans les annonces qui sont faites. La première chose, il faut sauver l'OTAN. Donc, ça ne peut pas être l'OTAN qui ait perdu la guerre. Donc désormais, ce que vous voyez sortir dans le Washington Post, dans la grande presse américaine, c'est les Kieviens ont perdu parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'on leur disait. Et ce qui est totalement faux. L'offensive kievienne qui était prévue pour cet été, ils vont tenter de se déresponsabiliser. Ils vont dire c'est pas de notre faute. Vous allez voir, la défaite est toujours orpheline. Et donc ils vont dire en fait l'OTAN c'est super, ça marche très bien, mais comme les Kieviens sont nuls et qu'ils nous ont pas écoutés, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Première chose, sauver l'OTAN tant que ce soit possible militairement pour pas perdre l'OTAN en tant qu'instrument politique de l'hégémonie de Washington. Ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, Washington a gagné, pas contre la Russie, mais contre l'Europe, contre l'économie européenne. En imposant à l'Europe de prendre des sanctions contre l'énergie russe, ça a multiplié par 4 le prix du gaz. Nord Stream, là. Voilà. Les Russes sont allés vendre leur énergie avec une ristourne. C'est une défaite qui est partielle là, des États-Unis. Là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez accueillir une usine de ce que j'ai vu allemande qui va venir s'installer au Canada parce que l'énergie est moins chère. Vous avez le BASF, le monstre chimique allemand qui déménage aux États-Unis. Donc grâce à cette augmentation du coût de l'énergie, puisque le secret de la réussite énergétique de l'Europe, c'était l'énergie pas chère. Et il y avait 2 choses qui permettaient ça, notamment pour la France, c'était le nucléaire et le gaz russe pas cher. Et tout ça a été réduit à néant par les sanctions que Washington a imposées à l'Europe. Donc ça, c'est une grande victoire nord-américaine. Et même, dès lors, pour vous, c'est plutôt une bonne chose parce que vous êtes exportateur d'hydrocarbures, donc vous bénéficiez de l'augmentation du prix de l'énergie. Et ça, si vous voulez, si jamais... Donc ce que fait Washington, c'est de faire en sorte que ça subsiste. Pour ça que vous avez le 12e paquet de sanctions, 17 000 sanctions contre la Russie, parce qu'ils veulent que ces sanctions, même quand les combats seront terminés, eh bien, elles se prolongent dans le temps. Parce que si par hasard, tout d'un coup, vous avez, dans un pays, je dirais, avec la taille critique, il faudrait l'Allemagne avant tout, mais l'Italie ou la France, qui décident de dire non, finalement, ce que propose l'Alternative für Deutschland en Allemagne, qui dit, nous, on va réparer Nord Stream, on va retrouver de bonnes relations avec la Russie, on aura de nouveau de l'énergie pas chère avec des contrats à long terme. Dans ce cas, c'est une défaite américaine complète. Mais pour l'instant, Washington a remporté une très grande victoire contre l'Europe. Ils ne sont pas complètement bêtes non plus, les Américains. Donc, ils ne sont pas totalement tombés dans le piège, on s'entend. Donc, le scénario que vous anticipez, c'est un scénario à la coréenne. On sait que Washington anticipait ce scénario-là. Non, ça, c'est ce que veut le Parti démocrate américain. Ils veulent un scénario à la coréenne, c'est-à-dire où ça s'arrête sur la ligne de front. C'est-à-dire en 1956, je sais ça. Ce qui permettrait à l'Ukraine de reprendre son souffle. Et surtout, jusqu'en novembre 2024, à l'élection américaine. Ce qu'il ne faut surtout pas pour le Parti démocrate américain, c'est que les Russes, qui à mon avis seront prêts l'été prochain, à une grande offensive, beaucoup plus large que ce qu'ils font maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jusqu'où? Je pense que les Russes ne cherchent pas à conquérir des territoires par leur action militaire, mais à détruire le potentiel militaire ukrainien. C'est un peu, si vous voulez, si vous prenez, malheureusement, ce n'est pas des bons souvenirs pour nous, mais la campagne de France en 1940, les Allemands sont rentrés dans Paris sans prendre Paris d'assaut. L'armée française avait été, par un coup magistral, isolée en Belgique. Ils ont détruit tout ce qui restait. Il n'y avait plus d'armée, ils sont allés à Paris, ils sont allés à Bordeaux, ils auraient pu aller où ils voulaient, il n'y avait plus rien pour les arrêter. Donc le but des Russes, depuis, à mon avis, qui sont fixés depuis l'été 2022, c'est la destruction du potentiel militaire, non seulement kievien, mais otano-kievien. L'objectif de la Russie va au-delà de récupérer les territoires russophones. Je pense que c'est Kharkov, région de Kharkov, région de Dnepropetrovsk, région de Nikolaev, région d'Odessa. Je pense que c'est ça. Ils vont s'arrêter là, ils vont s'arrêter là et neutraliser l'Ukraine centrale. Et après, peut-être que la Pologne vouloir récupérer les territoires qui ont été donnés par Staline. Et la Hongrie aussi aimerait bien récupérer les quelques 150 000 Hongrois qui sont emprisonnés. L'Ukraine est une prison des peuples. Hein. C'est quelque chose qui a été créé par les bolcheviks et qui a aggloméré des peuples dont certains n'avaient absolument rien à voir entre eux. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web.
c'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. J'aimerais qu'on revienne sur Prigojine, l'épisode Prigojine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je sais, au début, on a réagi à froid. Bon, certains ont dit que c'est une mascarade, c'est un coup monté, c'est Poutine qui est magistral. Les Russes vont prendre Kiev depuis la Biélorussie. On a entendu des trucs assez comiques là, avec le recul. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Là-dessus, je ne me suis pas trop trompé, puisque le jour où c'est arrivé, j'ai fait un tweet vers 11h midi, heure de Moscou, et j'ai dit ça va se terminer comme le putsch des généraux à Alger. Donc, c'est-à-dire pour la guerre d'Algérie. C'est ce que vous avez dit chez André Berkoff, non? C'est ce que le lendemain, donc André Berkoff m'a appelé. Parce que, effectivement, Alger, ça a duré 4 jours. Prigojine, ça a duré même pas une journée. Donc, le soir même, l'affaire était réglée. Donc, c'était un coup dur pour le moral de la population, qui, je pense, a blessé Poutine, parce qu'il faisait confiance à Prigojine. Donc, c'était pas une bonne affaire. La Russie s'en serait extrêmement bien passée. Le seul point positif, c'est que ça a montré aux Occidentaux qui espéraient l'écroulement du régime de l'intérieur, c'est notamment une idée complètement fantaisiste qui avait été vendue par la Pologne. Mais on a assisté à tout un spectacle quand même cette fin de semaine-là. Là. Oui, en fait, pour revenir un peu à l'origine de ça, la Russie se trouve... à partir de 2000, après les parties des accords de Minsk, la Russie, dans les accords de Minsk, il y a un point qui dit que les armées étrangères doivent quitter l'Ukraine. Bon, l'armée russe n'est jamais rentrée officiellement en Ukraine. Les armées de l'OTAN, oui. Et d'ailleurs, même s'il y a une résolution du Conseil de sécurité, l'OTAN va continuer à former, c'est officiel, il y a 78 000 soldats en 2022 qui ont été formés par l'OTAN. Donc l'OTAN ne respecte pas les accords de Minsk, ne respecte pas cette imposition des armées. Voilà. Mais la Russie, elle, doit continuer à aider les minorités du Donbass. Et donc, effectivement, il y a tout un réseau de volontaires qui se met en place. Et ces gens-là doivent être payés. Donc, à ce moment-là, la plus connue, c'est Wagner, mais il y en a d'autres. Redoute, des compagnies de mercenaires qui sont financées soit par des hommes d'affaires russes, soit par l'État russe lui-même. Et Wagner, en plus, a l'avantage d'avoir une taille critique, puisqu'ils ont travaillé en Syrie, ils travaillent toujours en Syrie d'ailleurs, à l'heure où on parle, et également en Afrique. Donc Wagner est le plus puissant. Et surtout, à partir du moment où les Ukrainiens ne veulent pas négocier, les Russes doivent monter en effectif. Il y a la mobilisation donc, qui a lieu à l'automne 2022, et en attendant, il faut bien faire quelque chose. Et Wagner attire énormément de volontaires. On s'était présenté à tort comme uniquement des repris de justice, etc. Non, c'est fou. Ouais, pour l'image de la Russie, c'est catastrophique, non? Parce que c'est des bandits, c'est un peu comme si l'État mexicain emploierait des cartels. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'idée initiale de la Légion étrangère. C'est incroyable. C'est l'idée initiale de la Légion étrangère. C'est de donner une seconde chance à des repris de justice. Mais tout le monde n'est pas accepté d'ailleurs. Déjà, il faut avoir un niveau physique. Donc, il y a un âge, un niveau physique. Et ensuite, c'est ultra minoritaire chez Wagner. L'essentiel de Wagner, et moi j'en ai rencontré, ce sont des anciens militaires. Simplement, qui aiment bien l'esprit de corps franc de Wagner, cette discipline de fer. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout des pauvres mecs qu'on envoie. Il y a une discipline de fer. J'ai entendu des rumeurs de gens sérieux qui me disent l'alcoolisme, par exemple, qui est strictement interdit dans l'armée russe, contrairement à ce qu'on nous explique, c'est puni de mort chez Wagner. Il y a eu des gens qui ont été fusillés, pour l'exemple. Donc Prigojine lui-même n'était pas un alcoolique? À Prigojine, je ne sais pas. Prigojine, je m'interroge. On s'est presque demandé si le type était pas parti à Moscou après une cuite. Écoutez, des mortuis ni si bonum, des morts... Parce que l'histoire est faite de trucs C'est ce que Poutine a laissé entendre ça, sous-entendu ça à Valdai. Mais de toute manière, Prigojine n'était pas un chef militaire. C'était pas lui le chef militaire. Les chefs militaires, d'ailleurs, aujourd'hui, Poutine a confié Wagner, ce qui reste de Wagner, à un colonel du GRU, si je me souviens bien, et qui lui était déjà un chef militaire de Wagner. Prigojine, c'était l'homme d'affaires qui a créé un écosystème autour de Wagner, notamment pour les opérations en Afrique, puisque Wagner sert en Afrique, c'est pas gratuit.
C'est les États africains. Donc ils ne vont pas être virés par un virement SWIFT, vous imaginez bien. Donc il a fallu créer tout un écosystème pour que, par exemple, je ne sais pas, tel pays dans lequel travaille Wagner, ils ont des diamants, donc on vous paye en diamants. Et Prigojine, c'était la lessiveuse, si vous voulez. Donc le rôle de Prigojine était fondamental du point de vue du fonctionnement de Wagner, du point de vue du fonctionnement économique de Wagner. Mais ce n'est pas du tout, lui, un chef militaire. En revanche, il était charismatique et il a pris une place... Charismatique, enfin... il avait... Si, vous allez voir ce que je veux dire. En fait, si vous voulez, il y a plein de Russes qui considèrent que ça ne va pas assez vite, depuis le début. Pourquoi, et aujourd'hui, il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire à Kiev ce que les Israéliens ont fait à Gaza. Voilà. Et pourquoi ? Parce que Poutine considère que Kiev, c'est une ville russe et que jamais il va raser Kiev comme les Israéliens rasent Gaza. Voilà la réponse. Mais il y en a qui pensent on s'en fout, tant pis, on construira après. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas aussi fort ? Donc il y a ce discours-là en Russie. Voilà. Et donc ce discours du genre le commandement n'est pas compétent, Poutine etc. est pressurisé par des oui, extrémistes. l'opposition, les communistes et les nationalistes qui sont la véritable opposition parlementaire en Russie, ils disent on vous avait dit qu'il fallait y aller en 2014, on vous avait dit qu'il fallait y aller en 2015, pourquoi là on n'y va pas plus fort, pourquoi est-ce qu'on peut mobiliser 26 millions d'hommes, pourquoi est-ce qu'on ne mobilise pas pendant la guerre patriotique, etc. Aujourd'hui, la véritable opposition à Poutine, c'est pourquoi est-ce qu'on y va aussi cool. Vous êtes en train de me dire que Poutine est vu comme un mou. C'est un modéré. Par certaines franges de l'opposition. Écoutez, moi j'ai participé à des débats à la télé russe. Quand notamment on annonçait que les léopards arrivaient, il y en avait un qui disait ils vont envoyer il y a 2000 léopards disponibles, et les Ukrainiens vont avoir 2000 léopards. Il racontait un peu n'importe quoi. Il faut qu'on se prépare, grande guerre patriotique. Il y en a pour lequel le modèle c'est la grande guerre patriotique, la mobilisation en masse, l'économie de guerre qui n'est pas du tout le cas actuellement, etc. Donc cette opposition était là. Et donc au début de l'opération militaire spéciale, celui qui a incarné un peu la voix de ceux qui critiquaient le commandement, c'était Ramzan Kadyrov, qui a été un peu la voix de ceux qui n'étaient pas d'accord. Ramzan Kadyrov, c'est le chef de la République de Tchétchénie. Okay. Donc qui est puis un peu la voix des musulmans. Vladimir Poutine vient de l'emmener en Arabie Saoudite. On l'a vu se congratuler avec Mohamed Ben Salman. Donc c'est un peu et d'ailleurs les Tchétchènes se sont montrés sous un jour auquel les Russes ne s'attendaient pas du tout. Et les Occidentaux non plus, qui avaient sous-estimé la solidité de la société russe, en estimant que par exemple l'islam pourrait être un moyen de déstabiliser. En fait, ils ont vu au contraire les Tchétchènes monter à l'assaut de Mariupol, des lignes bandéristes, en criant l'Akbar. On comprend mal la dimension impériale. Exactement, Russie, exactement. C'est pas un État-nation, exactement. Là. Alors, elle se voudrait maintenant en train de se transformer en État-nation, mais c'est vrai que c'est un empire, donc il y a des populations, des territoires. Des autochtones. Des autochtones, donc voilà, et qui ont trouvé, et notamment les Tchétchènes ont trouvé à ce moment-là leur place. C'est vraiment... cette guerre aura eu un effet extrêmement bénéfique pour la place. L'estime désormais que la population russe porte aux Tchétchènes et aux chefs, aux leaders. Non seulement Ramzan Kadyrov, qui est assez connu, mais également, à mon avis, quelqu'un qui pourrait très bien prendre sa place quand il voudra partir. Mais c'était mal perçu quand même, le recours aux Tchétchènes par toute la gauche laïque française qui disait, voyons, on envoie des islamistes à Kiev, en Ukraine. C'est pas un critère de décision de la manière de ce que la gauche, notamment française, va en penser. Vladimir Poutine, il s'en moque. Je me doute bien, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, cette opération spéciale a mis fin au processus de réconciliation entre les Russes et les Tchétchènes qui a été démarré par Poutine avec le père de Ramzan Kadyrov, Ahmad. Le nom des forces de Kadyrov, c'est Ahmad. Ahmad Si, leur cri, c'est la force d'Ahmad. C'était le père de Kadyrov qui est mort dans un attentat parce qu'il avait accepté la réconciliation, la main tendue que Vladimir Poutine avait tendue aux Tchétchènes. Donc ça, c'est un moment... Mais pour revenir à notre sujet, donc, la voix de la contestation de trouver que l'état-major n'est pas efficace, c'était Ramzan Kadyrov. Et puis après, il a un peu arrêté. Et ensuite, c'était Prigojine, qui disait oui, ça va passer vite. Et en plus, le seul résultat de la campagne d'hiver qui a été obtenu, d'ailleurs, toute armée confondue, Kiev ou Moscou, c'était la prise de Bakhmout. Et la prise de Bakhmout, on la doit à Wagner. Donc ça donnait un aura et en permanence il se présentait, j'ai pas assez de munitions, j'ai pas assez, etc. Pourquoi ? Parce que ce qui vous choquait tout à l'heure, et vous avez raison, choquait également Vladimir Poutine et les Russes, c'est-à-dire depuis quand une nation souveraine a besoin d'une unité de mercenaires pour faire la guerre à sa place. À l'image assez douteuse, malgré tout. Voilà. Donc c'était même plutôt le principe, parce que Wagner est très populaire, et d'ailleurs je pense que le Brent Wagner, il faut vous rendre compte, mais la victoire, les Russes ont essuyé, quoi qu'il arrive, de défaites. Mais parce que pour nous, on garde ces diplômes, on garde des motards, des gens qui... Wagner, avec des cordes de cuir. Vous pouvez acheter des mugs Wagner, des t-shirts Wagner. Attention, on peut...
comme un t-shirt Metallica, là. Oui, c'est ça. C'est un côté punk qui est très apprécié en Russie. Ah oui. En Russie, vous n'entendrez jamais personne dire du mal de Wagner. Maintenant, il y a une prise de conscience de qui était Prigojine. Et pourquoi est-ce que Prigojine a fait ça? Pour répondre à la question, c'est simplement que comme c'était inacceptable pour un État normal d'avoir des unités de mercenaires dans son pays, en Afrique, en Syrie, oui, ok, pas de problème. Eh bien, à la fin de l'opération, donc les Russes ont annoncé la libération de Bakhmout en mai. Le ministère de la Défense a fait savoir à Prigojine que c'était terminé. Et Poutine l'a dit, désormais toutes les unités de mercenaires seront intégrées dans l'armée russe parce que déjà les soldats doivent bénéficier du soutien social, etc. Et ça, Prigojine ne le voulait pas. Et Prigojine, c'est un Saint-Pétersbourgeois et c'est un homme des années 90. Et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que, comme à l'époque de Yeltsin, le conseiller de Yeltsin s'appelait Berezovsky, il a fait virer le Premier ministre Primakov, qui était un type très bien. Il peut choisir le ministre de la Défense à la place du président. Et Prigojine s'est cru dans les années 90. Et là, il n'a pas compris à qui il avait affaire. Et il voulait le départ de Shoigu, parce que le ministre de la Défense russe, parce que Shoigu voulait mettre fin aux unités de mercenaires. Il l'avait annoncé, toutes les unités, Redout, etc. ont dit oui, ok, d'accord, on comprend bien. Et lui ne voulait pas parce qu'il était la plus puissante. Et donc il a fait ce coup, il a convaincu, d'ailleurs à mon avis, il a manipulé une partie de son staff, et il a fait ce coup en espérant que Poutine accède à sa demande en voyant les troupes de Wagner approcher. Seulement Poutine, lui, a fait ce qu'a fait le général de Gaulle. Voilà, la légitimité, c'est moi. Et donc, tous les autres ceux qui ne respectent pas ma légitimité sont des traîtres. Et ça s'est arrêté quelques heures après. Parce que Prigojine dit... Quelques heures, mais après, l'hélicoptère qui a été... il y a plus qu'un hélicoptère. Il y a eu plus de pertes dans l'opération de Prigojine en 24 heures aériennes que dans toute l'offensive ukrainienne pendant 5 mois. C'est pour ça que... Donc, Prigojine a été liquidé par... Je pense pas. Non. Moi, malgré ce qu'a dit Vladimir Poutine, je pense qu'il a été liquidé par les services secrets occidentaux, qui ont sans doute sous-traité ça des Ukrainiens. Complotiste, on va dire. Non, mais après, toutes les explications sont complotistes sur celle-là. Et c'est une hypothèse, mais cela dit, j'en écarte aucune. J'écarte celle de Poutine. Ouais. Oui, parce que c'est pas le genre de Poutine. Poutine, si jamais il veut vous avoir... Il vous condamne, vous êtes devant les tribunaux, il vous met la misère devant la population entière. C'est comme ça que fonctionne Poutine. Le droit, c'est un homme de droit. La dictature de la loi, c'est lui, c'est son terme, la dictature de la loi, quand il arrive au pouvoir par rapport à l'anarchie yeltsinienne. En revanche, au début, ce que je croyais, c'était peut-être un règlement de compte des militaires, en disant mon petit bonhomme, tu as tué 11 pilotes et personnel d'équipage. Comme je l'ai dit, il y a eu plus de pertes aériennes en 24 heures qu'en 5 mois d'opération d'offensive ukrainienne. Tu vas nous le payer. L'autre, maintenant, il y a la théorie, c'est que c'est une fête dans l'avion qui a mal tourné. Bon, j'ai du mal à y croire. En revanche, ce qui me paraît assez convaincant, c'est... L'hypothèse de l'accident est ridicule, on s'entend. Ça a été évoqué, j'ai quand même du mal à y croire. Mais encore une fois, moi, j'attends... Vous savez ce que coïncidences, quand même, j'attends le rapport. Impossible. J'attends le rapport du parquet russe, du comité d'enquête. On peut se fier à ces données. On verra. Conclusion de... On verra, mais déjà on saura si c'est un accident ou si c'est un engin explosif. Donc, et ça va finir par sortir. Mais vous pensez qu'on va donner la vérité à ce moment-là? Je sais pas. Je dirais ce que j'en pense. Je suis pas dans le secret des dieux. Moi, dans la mesure où Prigojine revenait d'Afrique, où il avait fait le tour de tous les clients de Wagner pour les rassurer en leur disant « vous inquiétez pas, tout continue, etc. » Mais on s'entend, c'est quelqu'un qui était devenu gênant, qui avait remis en question directement le pouvoir de Vladimir Poutine malgré tout. Oui, mais il avait été pardonné. Pardonné, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en Russie? Pour Vladimir Poutine, ça veut dire quelque chose. Je vous citais l'exemple de Akhmat Kadyrov, le père de Ramzan. Il s'est battu contre les Russes en 95-96. C'était le grand moufti de Tchétchénie. Il s'est battu contre les Russes. Poutine lui tend la main en 99 en disant vous vous faites manipuler, regardez, c'est même pas des Tchétchènes qui se battent, c'est tous les terroristes islamistes que l'Occident nous envoie. Arrêtons ça, c'est pas bon pour la Tchétchénie, et nous on va reconstruire la Tchétchénie. Et aujourd'hui vous allez à Grozny, c'est une ville magnifique, qui a été complètement, il n'y a plus qu'une trace de la guerre, et la Tchétchénie est un membre à part entière de la Fédération de Russie, et qui en plus aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse. Et Poutine a tenu sa parole vis-à-vis d'Akhmat Kadyrov. Non seulement vis-à-vis d'Akhmat Kadyrov, mais vis-à-vis de son fils Ramzan. Quand Akhmat c'est en 2004, a été assassiné dans l'attentat, il est allé voir son fils, il lui a dit il faut qu'on continue comme ça, il ne faut pas qu'on se fasse la guerre.
Et la force de Poutine, c'est que sa parole, chacun de ses mots, vaut quelque chose. Vous voulez dire qu'en Russie, encore une sorte de code d'honneur un peu moyenâgeux qu'on comprend mal ici? Je pense, alors pas partout, mais à l'époque des années 90, non. Mais quand c'est Poutine qui vous le dit, vous pouvez le croire. Et donc je ne vois pas, il aurait mis en cause 24 ans où sa parole vaut de l'or en promettant... En plus, si vous voulez, il faut voir une chose, c'est que quand Prigojine est assassiné... Vous êtes assassiné? Oui, moi je pense qu'il est assassiné par les services secrets occidentaux, je pense, parce qu'il gênait en Afrique, précisément. Donc quand Prigojine est assassiné, ou en tout cas meurt un mois après, tout le monde est déjà passé à autre chose. Il ne faut pas croire que l'affaire Prigojine, elle a duré plus de 15 jours. L'opinion publique russe, elle est un peu comme toutes les opinions publiques. Et surtout, le problème de Prigojine à l'époque, c'est que pendant toute la période de Bakhmout, il expliquait qu'il était le seul à être capable de se battre. Le problème, c'est qu'à partir du début juin, on voit que l'armée russe résiste magistralement. Donc l'offensive ukrainienne démarre le 4 juin. Et immédiatement, c'est une catastrophe. Les chars allemands, américains, les Bradley, ça brûle dans tous les sens, sur toute la plaine. Il y a de la ferraille calcinée partout. Et donc, tout d'un coup, le poids de Prigojine baisse. Et surtout qu'en plus, c'est après la prise de Bakhmout, qui a coûté quand même cher à Wagner, et qui a été extrêmement éprouvante pour ses soldats, eh bien, ils sont retirés du front. Et donc, ils sont mis sur l'arrière pour se reconstituer. Et le problème, c'est que Prigojine, là, est en situation de faiblesse. Ses troupes ne sont plus sur le front. La Russie entière voit que l'armée russe se bat très très bien, y compris sans Wagner, et il sait qu'il va perdre de son influence. Donc je pense qu'à un moment, il déraille, peut-être à cause de la drogue et de l'alcool. Parce qu'il y en a l'air, là. Il paraît que les perquisitions à Saint-Pétersbourg, à son siège, ils ont trouvé des montagnes de cash, de la drogue, de l'alcool, voilà. En même temps, c'est un corps franc. C'est pour ça que dans un État... c'est inadmissible de devoir faire la guerre avec un corps. C'est pour ça que d'ailleurs que le ministère de la Défense russe n'en voulait pas. Moi, encore une fois, j'ai participé à des débats où il y avait un général à la retraite russe qui était horrifié par Wagner en disant c'est inadmissible, on ne devrait pas voir ça, quelle honte. Il avait raison. Même si les Wagnerites... c'est pour l'image de la Russie Russie à l'international. Même à l'intérieur. C'était pas terrible, mais les Wagnerites sont considérés comme des héros. Les combattants de Wagner, en Russie, sont considérés comme des héros et ont été réintégrés dans l'armée russe. Donc, vous anticipez une victoire de la Russie, mais vous dites que c'est pas fini. Il va y avoir une offensive russe qui va venir vraiment. Donc, à quoi on peut s'attendre rapidement? Ce à quoi on peut s'attendre, pour les prochains mois. Ce à quoi on peut s'attendre cet hiver, on y assiste déjà. C'est-à-dire, c'est des offensives locales. Déjà, c'est une obligation climatique parce que c'est la période. Alors là, visiblement, le gel commence à arriver, mais il y a la période des pluies d'automne, qui transforme le Tchernosium, la terre noire très grasse ukraino-russe, en une boue absolument impraticable. Surtout avec les matériels occidentaux qui pèsent 20 tonnes de trop par rapport à un char russe, ça pèse 45 tonnes, un Léopard en pèse 65, un Abrams 70, un Challenger 75. C'est absolument délirant de déployer des armes, ça c'est un autre sujet, mais bref. Donc c'est très dur de manœuvrer dans ces... et moi je suis allé sur la ligne de front à quelques reprises, j'ai vu des soldats rentrer à cette période-là, début décembre, j'y étais il y a un an, ils avaient des boules de boue autour des jambes comme ça. Et là, vous n'y allez pas avec des chaussures bien cirées de militaires, vous y allez avec des grandes bottes de jardinage qui vous remontent jusqu'au-dessus du genou, parce que c'est impraticable. Donc c'est impraticable pour tout le monde. Mais on peut combattre en ville. Parce qu'il n'y a pas donc c'est pour ça d'ailleurs que Bakhmout était la seule opération qui a été menée, parce que c'était en ville et qu'on pouvait continuer à avancer. Donc je pense que ce à quoi on va assister, c'est ce que font les Russes maintenant, c'est-à-dire plein de petites offensives localisées, Avdiivka, Kupiansk, je pense bientôt Seversk, donc qui sont sur des points clés du front, et surtout pour attirer les réserves ukrainiennes comme ils ont attiré les réserves ukrainiennes au moment de Bakhmout. Le principal rôle de Bakhmout, c'était ce qu'avait dit Prigojine le 29 novembre 2022, c'était le hachoir à viande. C'était pas joli comme terme, mais c'était en fait, il savait très bien que les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de perdre une ville à cause du narratif de communication, on va tout gagner, etc. Donc ils ont envoyé toute une partie des forces qui étaient prévues pour l'offensive d'été, ils les ont envoyés se faire étriller par l'artillerie russe et la puissance de feu russe à Bakhmout. Et là, c'est ce à quoi on assiste maintenant à Avdiivka, c'est ce à quoi on assiste sur toute la ligne de front. Donc je pense que... Et aussi, il y a un moment important, c'est l'élection présidentielle en mars
2024 de Vladimir Poutine, qui a annoncé sa candidature hier. Et donc, si la Russie lançait une grande offensive, il y aurait des pertes importantes. Une offensive comme ça, on l'a vu du côté ukrainien, c'est une véritable catastrophe. Donc, il n'y aura pas de grand... Et surtout qu'il manque encore des briques dans le système de bataille russe. Les systèmes de contre-batterie, il y a des lacunes que les Russes sont en train de combler, mais tous les matériels ne sont pas encore arrivés. Mais en plus, il y a près de 500 000 hommes qui se sont portés volontaires dans l'armée russe, qui doivent être formés, ça prendra au moins 6 mois. Donc je pense qu'en juin 2024, l'armée russe va arriver à son zénith. Il ne manquera rien. Les munitions auront été accumulées pour faire un feu d'enfer sur toute la ligne de front. Et donc en attendant, ce qu'on va faire, on va faire plein de petits Bakhmout sur la ligne de front, en attirant les réserves ukrainiennes et en les détruisant au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà ce que je verrai. Et je pense aussi que j'exclus pas que Vladimir Poutine veuille donner un petit coup de main Donald Trump en mettant une énorme défaite à l'armée ukrainienne 3 mois avant l'élection américaine. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée de geler le front à la nord-coréenne, à la sud-coréenne, c'était, si vous voulez, quand ça arrive, c'est en 1956 je crois, c'est parce que la Chine et l'Union soviétique qui soutiennent la Corée du Nord sont épuisés, l'Amérique qui soutient la Corée du Sud est épuisée, et donc les sponsors disent aux deux armées, on arrête là parce que ça suffit, 38e parallèle je crois, et on s'arrête là. Mais là, la Russie, elle s'échauffe seulement. Oui, l'Occident, l'OTAN, ils sont épuisés. Ils peuvent pas produire de munitions. Ils n'ont plus de chars à envoyer. Ils n'ont plus rien. Donc il y a une vision aussi du long terme. Oui. Donc les Russes, eux, ils s'échauffent seulement. Leur complexe militaro-industriel, là, maintenant, tourne à plein régime. Ils sont en train de rééquiper complètement leur armée. Il y a des nouveaux matériels, comme je vous parlais des canons, la Koalitia, qui s'appelle Koalitia, qui va permettre d'avoir une contre-batterie supérieure à celle de l'armée ukrainienne, fournie par les Occidentaux. Et vous voudriez qu'ils s'arrêtent maintenant sur un front gelé ? Au-delà de la technique, du matériel, vous dites la Russie a une vision beaucoup plus à long terme. Là. Les Russes, quoi qu'il arrive, le temps s'écoule plus vite en Amérique. Vous parliez du député Piotr Tolstoï, donc vice-président de la Douma. Je lui ai posé la question. Lui, il voit très bien la guerre continuer 2025-2026. Les Russes prévoient sur une campagne à long terme, voire très long terme. Si ça se finit avant, tant mieux. Et par exemple, ces négociations sur l'aide militaire dont vous parliez, par le Sénat et la Chambre des représentants américains, ils ne comptent pas du tout dessus. Ils partent du principe que oui, les 61 milliards de dollars vont finir par être donnés. Et si jamais ils ne sont pas donnés, tant mieux. Mais ça ne change absolument rien. Les Russes se disent, pourvu qu'ils ne donnent pas les 61 milliards de dollars. Non. Les Russes, ils sont partis sur le fait que l'Occident collectif, comme ils l'appellent, va soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Et ça leur va. Et ça leur va parce que, quoi qu'il arrive, l'Occident collectif ne donnera pas quelque chose qui serait aujourd'hui nécessaire à l'Ukraine, c'est des hommes. La guerre de Crimée en 1853, quand l'Angleterre nous a entraînés dans cette guerre contre la Russie, de 53 à 56, la France a envoyé 310 000 hommes et a eu 95 000 morts. C'est ce qu'on devrait faire pour aider l'Ukraine aujourd'hui. Bon, c'est plus que 300, on n'a même pas 300 000 hommes. Et nous, avec la jeunesse woke, on s'est écrasé devant un virus, donc c'est sûr qu'on... Donc, si vous voulez, vous envoyez quoi avec leur masque, faire la guerre aux Russes ? Ou donc, avec peut-être des talons. Et surtout qu'en plus, notre armée, ils en sont, c'est obligatoire chez eux, ils doivent être à la 5 ou 6e Pfizerisation. Donc, à mon avis, ils vont être dans un état, quand ils vont arriver sur le front contre les Russes, les Russes n'auront même pas besoin de leur tirer dessus. Et donc, on ne le fera pas parce qu'aucune mère de famille française, y compris d'un soldat professionnel, aucune épouse, n'a envie que son mari... Nous, enfin, Français, on a déjà donné, merci. Les Allemands, les Suédois et les Français, on a déjà donné sur le front de l'Est, côté russe. Ça ne nous intéresse pas. Et nos intérêts fondamentaux ne sont pas... on s'en moque. Que l'Ukraine existe ou pas, nous, Français, peut-être que pour les Polonais, c'est important. Nous, Français, on ne verra même pas la différence dans la vie de tous les jours. Et nos problèmes, ils sont intérieurs. Donc c'est pour ça que, encore, pour revenir à la question initiale, le Parti démocrate américain souhaite le gel du conflit. Et je pense qu'il serait prêt à négocier n'importe quoi avec les Russes pour que ça s'arrête là, pour pas que ce soit une défaite. Et puis finalement faire durer, comme ça les sanctions vont... Parce que finalement, un scénario à la coréenne, c'est un match nul. C'est un match nul, mais... Ouais, je comprends. Mais non, ça n'intéresse pas les Russes. D'ailleurs, le porte-parole Peskov l'a dit, il a dit non, pourquoi en gros, on s'échauffe seulement. Ça fait que commencer. C'est vous qui avez voulu ça. Nous, on n'était pas arrêté en avril. C'est vous qui avez voulu ça. Et maintenant, vous allez aller jusqu'au bout. Et vous allez boire la coupe jusqu'à l'Ali. Xavier Moreau, un grand plaisir de vous avoir eu en entrevue. Merci beaucoup pour vos questions.